Il n'achète pas des appartements, il achète des immeubles. Il ne fait pas ses travaux avec des marteaux-piqueurs ou des pioches, il utilise des grues ou des bulldozers. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer le talentueux Romain qui est un investisseur qui investit dans le Nord-Pas-de-Calais. J'ai l'honneur d'être reçu dans l'un de ses chantiers et il va nous expliquer donc son parcours en tant qu'investisseur, comment il a commencé à investir dans l'immobilier, comment il a découvert l'immobilier. Il va nous parler donc de ses réussites mais aussi de ses échecs. Bonjour Romain, merci de m'accueillir sur l'un de tes chantiers. Très beau chantier d'ailleurs. Petit chantier. Ouais, petit chantier. Petite rénov. Ouais, exactement, une belle petite rénovation. Aujourd'hui, j'ai la chance de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours d'investisseur? Comment tu as découvert déjà l'immobilier? Comment tu as découvert l'immobilier? Bonjour Charles, ravi de t'accueillir sur mon chantier, sur mon Merci. dernier projet immobilier. Donc c'est très simple, j'ai commencé l'investissement immobilier il y a 3 ans. Tout est parti de mes parents. Mes parents avaient déjà la conviction que l'immobilier avait le pouvoir et la faculté d'amener vers la dépendance financière notamment, mais aussi le développement des projets qu'on veut faire, qu'on souhaite faire, et la vie qu'on a envie de mener, c'est surtout ça qui est important. Donc ils m'ont déjà depuis pas mal de temps, avant même que je finisse mes études et que je commence à travailler, ils m'avaient déjà dit qu'ils avaient mis le pied à l'étrier de l'immobilier, parce qu'ils ont leur ancienne résidence principale en location. Donc j'ai un peu découvert par curiosité comment on faisait une déclaration d'impôt, comment on faisait une recharge de locataire, comment on rentrait des baux, comment on remplissait un bail. Puis voilà, l'idée a fait son chemin, les années ont fait que j'ai fait mes études pour avoir le fameux et le surtout très attendu CDI. Exactement, pour les banques, qui est quand même apprécié. Qui a quand même apprécié les banques, hein, même si ce n'est pas que la seule possibilité d'investir, mais par contre les banques aiment bien le CDI. Elles en raffolent. Ça rassure, c'est le CDI, surtout si la période d'essai est terminée, pour les banques c'est génial. Ça n'empêche pas qu'il faut aussi avoir des gestions propres des comptes, mais ça c'est autre chose. Donc voilà, j'ai commencé comme ça petit à petit. Une fois que j'ai fini mes études, CDI en poche, salaire ok, période d'essai terminée, j'ai commencé à me former. Donc j'ai essayé d'y aller seul, ça a été une de mes erreurs, j'ai commencé à me former, lire des bouquins, regarder des vidéos, essayer d'y aller seul, puis je me suis cassé les dents sur le premier investissement. J'ai perdu de l'argent sur le premier. Beaucoup d'argent? À peu près 7 000 € sur le premier. D'accord. Ça, c'est beaucoup d'argent, mais ça reste quand même raisonnable comparé à certaines erreurs qui auraient pu être faites. Oui, c'est sûr que de toute façon, dès le départ, il faut savoir que si les conditions ne sont pas respectées lors d'un achat, on part sur 10% du montant net d'achat. C'est ça. Donc le montant net est à 70 000, donc 7 000, ça fait beaucoup d'argent, mais c'est relativement... ça passe, on va dire. Voilà, c'est... Par contre, c'est sûr que si on était positionné sur des projets à 160, 170, là on part sur du 16 17 000 € Exactement. De loupé, ça fait mal. Donc ça, c'était une de mes premières erreurs. On en reviendra, j'en ai fait d'autres, on reviendra sur ça après. Et ensuite, j'ai décidé de me former. Pourquoi? Parce que la formation en autodidacte, je l'ai faite, j'ai appris beaucoup de choses. J'avais déjà des compétences en travaux, etc. Je connaissais un peu le monde du BTP, même si je ne travaille pas du tout dans ce domaine-là. Et j'ai voulu me former sur la fiscalité, sur la recherche, sur la négociation, des choses dont je n'étais pas forcément formé au début. Parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est plusieurs métiers au final. Ah bah l'immobilier, vous êtes négociateur, vous êtes fiscaliste, vous êtes juriste, vous êtes... notaire, on est maçon, on est plombier, on est électricien, on est tout. Il y a énormément de compétences à avoir, il ne faut pas être expert dans tous les domaines, mais idéalement, il faut avoir des brides de connaissances dans un domaine et dans l'autre. Pourquoi? Parce que si vous suivez un chantier et que vous ne connaissez pas les fondamentaux, on va dire les bases du domaine dans lequel vous êtes, vous pouvez vous faire avoir. Donc ça, c'est pour ça aussi que je me suis formé, pour aller plus vite, avoir un fil conducteur, et surtout que j'avais un objectif, un pourquoi dans l'immobilier, je voulais arriver très vite à cet objectif.
Le but étant de ne pas perdre de temps à mettre mon énergie à courir à droite, à gauche, à faire des visites, etc. sans avoir les connaissances qui vont avec. D'accord. Donc, tu es parti sur une première acquisition, mais tu as vu que tu as fait des petites erreurs, etc. Tu as voulu te former donc un petit peu plus, hein, plus en autodidacte, etc. Et donc, une fois formé, tu es parti sur d'autres opérations? Ouais, alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première erreur, donc j'ai pas eu le projet, etc. Je me suis formé, et dans la foulée de ma formation, donc ça c'était il y a 2 ans et demi en arrière, parce que ça fait 2 ans et demi que j'investis, j'ai commencé vers le milieu 2018. D'accord. Donc j'ai acheté un appartement où j'ai bien négocié le prix, on était à 40-50% du prix affiché en négociation. Donc j'ai acheté un T3 que j'ai optimisé en T4, loué en coloc. D'accord. Donc tout ça a fait que j'ai fait une bonne première opération, j'étais à peu près 450-500 € de cash flow par mois. Pas d'abo, donc le cash flow brut étant cash flow net, minorer la taxe foncière bien sûr. Mais du coup, ça m'a permis d'aller assez vite. Une bonne première opération, louer assez rapidement. Quoique, une petite anecdote par que j'ai rencontrée. Il y a toujours des anecdotes. Tout le temps. Donc voilà, j'ai fait le premier vers le mois de juillet 2018. J'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais c'était juillet 2018. En septembre, je repasse chez le notaire, je refais voir ma banque, je me refais financer à l'eau 2 appartements. Pareil, un loué, j'ai essayé de trouver un hybride. Ce que j'appelle un hybride, c'est un à refaire et un à louer. Donc en fait, le loyer que je percevais sur ma première acquisition, enfin sur le premier des appartements, me remboursait l'intégralité du crédit. D'accord. Donc même si mon appartement dessus n'était pas terminé, le crédit était payé. D'accord. J'avais quand même la taxe foncière à donner à la fin de l'année, qui était de ma poche, mais je limitais la casse, parce que pas d'impôt, pas le crédit était financé, j'avais juste la taxe foncière. Donc ça limitait les risques. Ok. Donc suite à ça, décembre de la même année, donc 2 mois plus tard, je revois la banque. Encore une fois. Là, je demande un nouveau crédit. Ma banque historique refuse parce que le taux d'endettement était vite atteint. Donc du coup, je vais voir d'autres banques. Ça, c'est hyper important, c'est de ne pas se fixer à 2-3 banques. Tant qu'on vous dit pas non, il faut aller chercher. Exactement. Tant qu'on vous dit pas non, ça veut dire il y a un oui qui est potentiel. C'est ça. Il faut forcer le destin. C'est pas parce que vous avez une banque qui vous dit non, que ça y est, toutes les banques vont dire non. C'est des banques ont des conditions spécifiques, ont des besoins spécifiques, ont les vannes qui sont peut-être fermées ou pas fermées. Donc même s'il faut aller à 40-50 km de chez vous, n'hésitez surtout pas. Exactement, s'il y a le crédit qui est au bout, il faut se déplacer, il faut se bouger. Comme je dis souvent, je préfère faire 800 km en exagérant, aller chercher une banque dans le sud de la France, mettre 500 € pour le déplacement, etc. et de repartir avec un crédit, parce que je sais pertinemment que sur le long terme, les 500 € seront largement amortis. Exactement. Donc voilà, suite à ça, j'ai été financé sur ce projet, petit immeuble de 3 logements, tous loués en LMNP, donc nickel, rien besoin de faire, j'ai acheté, j'ai touché les loyers. Donc voilà, sur le 3e acquisition, donc là on arrivait déjà à Silo, donc 3 appartements à l'immeuble de 3. C'était pas mal en, on va dire, 6 mois de temps, c'était très rapide. C'est assez rapide. C'était assez rapide, à savoir que j'ai mis 0 apport. Donc on casse le mythe de j'ai beaucoup d'argent de côté, je mets beaucoup d'apport. J'ai financé à 110% toutes mes acquisitions. T'as commencé à quel âge? J'ai commencé à 24 ans. 24 ans, d'accord. T'en as 27 bientôt. 27 bientôt, donc 26 ans. 26 ans. Et le parcours n'est pas terminé. Est-ce que tu peux nous raconter, donc continuer un petit peu ton parcours? Le parcours n'étant pas terminé, je visite au mois de février 2019. Là, on est 2 ans en arrière. Je visite au mois de février 2019 un immeuble de 8 lots. Donc cet immeuble de 8 lots, me plaisait, prix très cher. Donc ce que je fais, c'est que je décide de laisser. Je laisse en attente. Beaucoup de travaux. Entre-temps, je signe en avril 2019 une acquisition d'une maison qui est actuellement en cours de rénovation. Donc je signe cette maison en avril-mai 2019. Donc j'avais toujours... Donc là, on est sur une 7e acquisition, ce qui est déjà... Pas mal. On va pas se mentir. Donc je pensais... Toujours pareil, 110%, 20 ans minimum, avec des différés de crédit, enfin j'étais bien. Donc du coup, voilà. Revient sur la table le projet de l'immeuble Les Huilots, qui là était un de mes plus gros projets. Avant celui-là, bien sûr. Oui, parce que là, ici, on est vraiment sur une perle. Hein. On est vraiment sur un gros projet. Donc revient l'immeuble de Huilots en face. Et là, par contre, je rentre en négociation. Le négociateur immobilier a très bien compris mes besoins, a vu aussi que c'était
un logement qui était aussi, un immeuble qui était aussi dans son jus. Mhm. Donc là, j'ai tout repris de A à Z. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé de mémoire 70 000 euros, quelque chose comme ça au prix. Et derrière... Belle négo. Hein? Une belle négo. Mais le négo, c'est sûr que 70 000 euros au prix, ça fait beaucoup un cash flow qui tout de suite, hop, est gapé. Donc du coup, pareil, là, sur projet-là, plus de travaux que d'acquisition, j'étais sur un coût total projet à 254 000, 140 000 euros de travaux, 115 000 euros d'achat net vendeur. Donc là, forcément, apport. La banque m'a demandé de l'apport. J'arrivais en fin d'année 2019, à ce moment-là. Donc j'ai signé le compromis en septembre. Donc là, c'est pas les meilleures périodes, ça se trouve. Les crédits se trouvent, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué en fin d'année. C'est ça. De toute façon, les banques ont fait leurs chiffres, ont fait leurs quotas, et c'est plus compliqué Exactement. d'aller chercher. Donc là, bah, forcément, plus compliqué. J'ai demandé une rallonge de délai, etc. J'ai mis l'apport sur la table, parce qu'au bout d'un moment, j'avais quand même les loyers qui étaient sur mes comptes de locataires, enfin mes comptes locatifs. Cet argent, plutôt que de le laisser sur un compte locatif et qu'il ne travaille pas, j'ai réinjecté l'argent en circuit fermé dans le projet. Bah, et puis à un moment, pour les banques, il faut montrer un petit peu que vous êtes un bon investisseur, que vous avez fait des bons investissements avant, montrer que vous avez un petit peu de cash, déposer un petit peu de cash sur la table pour pouvoir continuer à investir. Voilà, faut... Au bout d'un moment, c'est donnant-donnant. Il faut savoir que la banque, vous ne pouvez pas toujours tirer sur la corde. Au bout d'un moment, la banque, elle va se dire, oui, c'est bien, il tire sur la corde, mais qu'est-ce qu'il me donne en échange? Exactement. La banque, avoir un compte locatif, ça, elle rapporte pas d'argent. Il y a de l'argent qui rentre, l'argent elle ressort, ça ne fait rien gagner à la banque. Donc il faut montrer, la banque elle peut vous aider au départ, mais à un moment il faut aussi que vous donniez, hein, parce que sinon vous ne pouvez pas, comme tu dis, on ne peut pas tout le temps tirer sur la corde et tout avoir. Donc du coup, sur ce projet, la banque a accepté de me financer. Au bout, tenez-vous bien, 32 refus. J'ai pris 32 refus bancaires. Écoutez bien, 32 refus. Il y en a au bout de 5-10 banques qui arrêtent, 32 refus bancaires. 32 refus bancaires. Donc c'est pour ça qu'on dit surtout que c'est important de ne pas lâcher. Si on vous dit non une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, j'en ai fait 32 avant d'avoir un oui à la 33e. Donc du coup, le projet était viable, et même très viable. Hein. Je suis projeté à 3 800 euros de loyer pour 1 100 euros de crédit. C'est très bien. Je fais une partie des travaux moi-même, donc les démolitions, les finitions. Entre-temps, c'est entièrement délégué. Ça, je tiens à le dire, parce que les gens me disent « ouais, c'est pas possible, etc. » Si. Après, moi, j'aime bien. Voilà, chacun son truc. Après, ouais, il faut avoir le petit coup de main, etc. Mais c'est vrai que... Donc, ce projet-là, validé. J'avais visité, donc le projet se fait, on tombe en confinement, donc retardé. Forcément, pas de bol. Donc, retardé. Et voilà, les travaux commencent et j'ai visité entre-temps cette belle ruine. J'ai visité entre-temps ces belles ruines, pareil. Je rentre en négociation, on enlève 50% quasiment du prix d'achat, du prix affiché. Donc de nouveau une belle négociation, par contre énormément de travaux. Là on est sur un coût d'acquisition à 90 000 net vendeurs, on est à 350 000 euros de travaux. C'est quand même pas mal. Donc du coup là c'est pareil, j'ai bâti mon record de refus. Là je dois être expert en refus bancaire. Plus de 32 j'ai eu 34 refus bancaires et 2 refus courtiers. D'accord, bon, parfait. Donc ça fait au moins une cinquantaine de banques, quoi. Voilà, j'ai énormément fait de banques. Et la finalité, heureusement, c'est qu'il y a une banque qui m'avait financé mon premier immeuble, l'immeuble de Willow, le truc juste avant. Je les remercie, si elle regarde cette vidéo, je les remercie. Alors, est-ce qu'elle est consciente que les projets sont rentables ou est-ce qu'elle est complètement folle? Je sais pas. En tout cas, elle a financé. En tout cas, elle a financé. Et là, ce projet, je l'ai fait d'une manière un peu différente. Arrivant au taquet de mon endettement, je savais que c'était peine perdue d'aller chercher en fait, le financement personnel. J'avais aussi à souhait de sécuriser ma famille, donc, mes parents, frères et sœurs. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec mes compétences, ça c'est aussi important de se former, j'ai étudié la situation de chacun, chaque personne individuellement dans la famille. J'ai monté une SCI à l'IS, donc il faut savoir que ma famille n'est pas du tout formée à l'immobilier. D'accord. Elle fait, entre guillemets, elle suit les directives que je donne. Elle suit le mouvement. Elle suit le mouvement, exactement. De toute façon, on va dire que n'ayant pas les compétences et moi n'ayant pas forcément le temps d'aller les former précisément, je suis le chef d'orchestre. Signe ici, signe là. Signe ici, signe là, fais ça, appelle-moi là, voilà. Donne-moi tel document. J'ai monté une SCI à l'IS, j'ai englobé tout le monde dans l'aventure.
Et le fait d'avoir justement, c'est pour ça qu'il vaut mieux partager le gâteau. Il vaut mieux avoir, par exemple, moi je suis gérant minoritaire, à 20% des parts dans les SCI, on est 5. Je suis gérant minoritaire. Par contre, je préfère partager 20% d'un beau gâteau que 0% de rien. Exactement. C'est pour ça que je me suis aussi associé en SCI. Je sais que ça reste en famille, je sais avec qui je travaille, mais aussi ça me permet surtout d'accélérer, de passer au niveau supérieur, d'avoir encore du locatif qui rentre. Et donc, pour toi, là, tu parles de SCI, de société, etc. Il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce qu'il faut faire que du nom propre? Est-ce que la société, ça fait peur? Est-ce qu'on est obligé de passer par la société? Est-ce que la société, c'est un accélérateur dans la construction de patrimoine? Alors, commencez en LMNP. Moi, j'ai fait ça. Commencez en LMNP, pourquoi? Parce que moi, vous avez des revenus qui tombent pour vous. Vous êtes seul dans le projet, le revenu tombe pour vous, ça vous fait une sécurité à côté. Il faut savoir que les types de SCI, les types de sociétés, que ce soit des SAS ou des choses comme ça, Il y en a plein. il y en a énormément. Ça dépend vraiment de votre profil, de vos besoins. L'argent est bien souvent, quand c'est des sociétés dites à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, l'argent est bien souvent bloqué dans la société. Le seul moyen de se ressortir, c'est des dividendes ou du salariat. Donc du coup, commencez avec du LMNP. Commencer avec du LMNP, c'est pas une obligation, c'est juste un conseil, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en LMNP avant de partir sur de la SCI-LIS pour accélérer. Ça me permet de développer et d'accroître les possibilités d'investissement en ayant différents véhicules fiscaux. On appelle ça des véhicules fiscaux différents. Comme ça, j'ai aussi bien de l'argent dans des SCI, comme ça, si demain, le LMNP, parce que pour X ou Y raison, ça marche moins bien, j'ai un impayé ou un truc comme ça, les dividendes que je vais percevoir de ma SCI peuvent éventuellement venir combler un problème que j'aurai en perso. D'accord. Voilà, donc du coup ça me permet aussi, au niveau patrimonial, de pouvoir rentrer des biens à vocation plus patrimoniale, donc moins rentable, même si ce n'est pas forcément le cas ici, mais moins rentable, plus sur le long terme, et être, on va dire, moins impacté que si je venais faire ça en personnel. D'accord, ok. Bon, on reviendra donc sur ton projet, donc celui-ci juste après. Est-ce que tu pourrais me donner voilà, des petites erreurs de parcours ou des petites choses qui n'étaient pas prévues dans ton parcours d'investisseur, des galères en quelque sorte, qui ont pu arriver depuis que tu as commencé à investir dans l'immobilier, des choses que tu pourrais conseiller, attention, pour les nouveaux investisseurs, etc. Attention, faites attention à ceci. Alors déjà, comme je l'expliquais tout à l'heure, la première erreur, ça a été d'y aller, de vouloir investir en étant pas assez formé, en pensant être suffisamment formé, mais dans les temps pas assez formé au domaine de l'immobilier. Donc forcément, la première erreur coûte 7 000 €. Donc ce que je peux vous conseiller, ne serait-ce que sur ça, quand vous ne travaillez, oubliez la voiture à crédit, oubliez la voiture à leasing. Vivez en dessous de vos moyens. Sérieusement, c'est pas de se dire je vis avec une voiture entre guillemets moins bien ou quoi, c'est pas bien. On s'en fiche. On s'en fiche. Ah, mon meilleur ami, il a une Audi, etc. Vivez en dessous de vos moyens. J'ai commencé, j'avais une Saxo. Je veux dire, on s'en fiche. Le but, c'est que votre meilleur ami, certes, votre meilleur ami, vous l'appréciez au plus haut point, pas de souci. Peut-être que vous, dans quelques années, vous serez loin et lui, il sera toujours au même point. Pourquoi je vous dis ça? Ayez des comptes nickel. Ayez des comptes nickel. Si, comme moi, vous avez une erreur de parcours dès le départ qui vous fait perdre de l'argent, c'est compliqué de se rattraper. C'est compliqué de se rattraper. J'ai réussi, mais c'est énormément de boulot. Il faut absorber la perte dès le départ. Donc ça, c'était une première erreur. Deuxième erreur, ayez toujours des comptes nickel, dans le sens où, pendant mon parcours, certains travaux ont coûté plus cher que prévu. Vous avez une cloison qui est complètement morte, qui est à changer, c'est pas prévu au budget, vous devez rajouter 300-400 €. Si vous n'avez pas les fonds de côté, vous vous dites, ouais mais c'est bien, allez, vous dites, je peux pas payer. Ou alors, allez retourner voir votre banque en demandant une rallonge budgétaire. C'est un gros point noir, c'est un point d'alerte. C'est que vous n'avez pas bien géré, pas bien ficelé votre investissement. La banque va se dire, il revient me voir en demandant une rallonge. En général, sur des travaux, ça peut aller très vite. Encore si c'est une rallonge à moins de 1 000 €, la banque va dire, bon, à la limite, ça va. Si vous revenez à voir en disant, il manque 10 000 € au budget, là, c'est un gros point noir. Vous êtes mis, entre guillemets, avec un gros point d'exclamation, en disant, il ne sait pas gérer ses budgets, il ne sait pas gérer son investissement. Comment on peut lui faire confiance pour un autre projet? Surtout si cet autre projet engendre de nouveau des gros travaux. D'accord. Donc ça, c'est une deuxième erreur que j'ai faite. Donc, j'ai pu la financer. Par contre, certains n'ont pas forcément les finances pour le faire. Et ça, c'est à faire hyper attention. Troisième erreur. Une erreur sans être une erreur, mais je vais vous la dire quand même.
avec vos artisans, ne soyez pas copains, on évite, on garde la distance. Même si j'ai des artisans avec qui je m'entends très très bien, avec qui je mange régulièrement, mais ça reste une relation professionnelle. Ça, il faut bien le comprendre, c'est professionnel. Même si c'est votre meilleur ami qui bosse super bien, qui fait vos travaux, il faut séparer, c'est très compliqué, il faut séparer le côté perso et pro. Parce que si les deux se mélangent, c'est votre artisan va venir sur le chantier une journée, va plus venir pendant 3 jours, va revenir, va pas revenir. Et là, votre chantier, vous prenez des mois et des mois de retard. Et qui dit mois de retard, dit des loyers non encaissés et de l'argent qui est perdu. C'est du vécu? C'est du vécu. Voilà. J'ai pas eu beaucoup de retard, c'est pour ça que j'ai limité la cage. J'ai eu 3-4 semaines de retard maximum. Mais 3-4 semaines sur un loyer à 600, ça fait 600 € de perte. Ça fait 600 € de perte. Donc voilà. Autre chose aussi, faites des cahiers des charges. C'est sûr que c'est pas évident de le faire. Si vous connaissez des gens qui savent le faire, qui l'ont déjà fait, vous pouvez le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des cahiers des charges avec type, l'électricien, c'est le type de produit électrique, la marque, la couleur, le plaquiste, c'est telle pièce, c'est du placo de cette marque-là, typé de cette façon-là. Mettez vraiment les choses dans le cahier des charges et faites-le signer. Et mettez dans le cahier des charges un délai d'exécution de travaux. Pourquoi ? Si vous ne le faites pas, l'artisan, normalement, au regard de la loi, il est obligé de vous mettre un délai. Ça, il faut savoir, c'est légal. Le délai doit être imposé. Si vous le signez, il n'y a pas de délai, c'est comme si vous accordez et vous êtes OK sur le fait que l'artisan a le temps qu'il souhaite. Et là, par contre, si vous tombez sur un artisan pas très sérieux, un peu roublard, ça peut prendre des mois de retard. Ça peut prendre des mois de retard. Et si, on en discutait tout à l'heure justement, et si vous tombez sur une échéance où votre crédit se rapproche le début de paiement de votre crédit, si vous avez différé se rapproche et que votre logement n'est pas loué, là je vous promets que les galères financières, je ne l'ai pas vécu, j'en connais qui l'ont vécu, les galères financières ça peut très très vite arriver. Et jusqu'à un point où vous pouvez revendre le logement par anticipation, perdre de l'argent, avoir un crédit qui doit lui être continuer de rembourser, c'est ça, et ne plus avoir de logement en face. Donc là, ça peut être un cercle vertueux, mais un cercle très vicieux aussi. Exactement. Donc là, c'est 3 bons points. D'ailleurs, des bons points que tu as pu donner pour les jeunes investisseurs. Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, des choses qui t'ont boosté au niveau de ton parcours, des choses qui ont permis que tu ailles plus vite, etc. Alors, des choses qui boostent, c'est forcément le fait qu'on réussit. Le fait de réussir les enchaînements, le fait de réussir ses projets, c'est motivant. Exactement. Fixez-vous un pourquoi. Moi, je sais que j'ai un pourquoi qui est fort. J'ai investi dans l'immobilier pour une raison. Et cette raison, elle me guide. C'est mon fil conducteur, je sais pourquoi je veux le faire et je vais y aller. Donc, chaque étape que vous réussissez, ça vous booste à aller plus haut. Le fait que vous preniez en expérience, que vous développiez votre réseau, que vous rencontrez des gens et des personnes qui vont vous mentorer. C'est important aussi, c'est d'avoir des mentors, des gens qui vont vous booster. Tout ça fait que vous allez prendre de plus en plus goût à l'immobilier et que votre objectif va arriver très très vite. Donc c'est ça aussi, un conseil, c'est faites en sorte de réussir vos investissements pour après pouvoir exploser. Très beau conseil. Pour finir cette vidéo, donc là actuellement, tu as fait beaucoup d'investissements locatifs, c'est bien ça ? Et là maintenant, tu viens d'ouvrir une société de marchand de biens, c'est bien ça? C'est ça. En fait, le locatif étant un véhicule très intéressant, mais j'avais envie de voir autre chose. Dans le sens où le locatif, c'est souvent la même chose. Repérage, négociation, on fait rentrer le locataire et ensuite, c'est pas full passif, mais c'est vraiment du gros passif. J'ai voulu me challenger, aller voir d'autres domaines et c'est pour ça que je me lance en marchand de biens. Donc là, je suis marchand de biens, tout bêtement, c'est acheter des biens immobiliers, des terrains, des parts de SCI, etc. et les revendre en faisant une plus-value. D'accord. Ok. Si je ne me trompe pas, tu es aussi l'un des fondateurs, l'un des piliers fondateurs l'un des membres fondateurs du cercle marchand de biens. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le cercle marchand de biens, c'est un cercle qui regroupe des investisseurs dans le but de faire des opérations de marchand. Donc des opérations à plusieurs, mais c'est aussi au-delà de ça, au-delà de faire des opérations, c'est aussi du mentorat. On est vraiment mentoré, poussé, challengé, avec des coachings de groupe, etc. Le but, c'est vraiment d'optimiser le temps de chacun, mais aussi de booster les performances. Donc, des compétences qu'on n'a pas forcément, des connaissances que vous avez, mais qui ne sont pas assez poussées. Le but de ce cercle, c'est vraiment de mettre tout le monde à un niveau au-dessus. Donc, ce cercle a été créé par un ami
un ami qui est aussi un de mes mentors, qui est Seb Marcus. C'est lui qui a fondé le cercle dans l'idée d'en faire vraiment un club d'investisseurs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc moi je suis arrivé en tant que membre mon fondateur, juste après lui. Et du coup c'est un club où on est maintenant un peu plus de 30. D'accord. On fait des opérations à travers toute la France, en association ou seul. On peut aussi faire les deux, c'est pas parce qu'on est membre de ce cercle que forcément on est obligé de partager. L'idée c'est vraiment, quand j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec le locatif, au bout d'un moment, les opérations de marchand, on ne peut pas toutes les multiplier, surtout en tant que débutant. Donc, il vaut mieux aller chercher une association, faire fructifier l'argent que vous avez via une association, plutôt que de dire non, moi je reste dans mon coin et je ne le fais pas. Exactement. C'est vraiment ça, c'est vraiment le cœur du cercle, c'est le mentorat qui est proposé et aussi le fait de s'associer. D'accord. Est-ce que tu voulais finir cette petite vidéo avec un petit mot pour les débutants investisseurs, les investisseurs, etc. Je ne sais pas si tu voulais ajouter un petit mot. Un gros conseil, c'est oublier ce que vont vous dire 99,9% des gens. L'immobilier c'est dangereux, les locataires vont démolir, les banques ne prêtent plus, il faut être riche. Tout ça, vous l'oubliez, vous le mettez de côté. Ça, vous allez l'entendre de la part de gens qui n'ont jamais fait d'immobilier de leur vie. Bien souvent, posez la question aux personnes qui critiquent, est-ce que vous avez des biens immobiliers? Ils diront, non, je n'y vais pas, parce que c'est dangereux, parce que ceci, parce que cela. Oubliez tout ça. Ça peut être compliqué, ça peut venir de la famille directement ou d'amis proches. Oubliez-le. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, répété. Pas forcément ma famille, mais des amis m'ont répété que c'était dangereux. La plupart des gens m'ont dit que c'est dangereux. Moi, maintenant, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. J'ai encore une bonne partie de mon patrimoine qui est encore en cours de travaux. Coronavirus ayant retardé pas mal de choses. Mais si tout se passe bien, d'ici, on va dire 6-7 mois, j'aurai largement atteint mon objectif, même dépassé l'objectif. J'aurai une très bonne situation. Et pourtant, je n'ai pas écouté les gens. Il ne faut pas écouter les gens. C'est vraiment votre objectif. Mettez-vous un pourquoi, un fil conducteur et allez-y. Déconnectez le cerveau, formez-vous, passez à l'action et ensuite vous pourrez voir que tout ce que vous entendez, c'est du bullshit. D'accord. Juste pour finir, tu as quel âge? Actuellement 26 ans. D'accord. Combien de lots environ? Là, je vais arriver avec cette acquisition, entre la SCI et ce que j'ai en nom propre, j'arrive à 30 lots. D'accord, 30 lots en combien de temps? 2 ans et demi. 2 ans et demi? Et principalement, tout ton patrimoine de début, ça a été fait sans apport Jusqu'à on va dire jusqu'à 6-7 lots, j'étais sans apport. Donc j'ai emprunté plus de 300 000 € sans apport. Après, au-delà, forcément, les projets étant plus conséquents, j'ai mis de l'apport pour rassurer les banques et aussi parce que c'était donnant-donnant. D'accord. Bon, c'est parfait. Beau parcours en tout cas. Merci. Et puis on va visiter ensemble un petit peu son chantier. Sachez que là, on va faire une interview. Il fait -5. Il caille sa race. Moi, je te jure, j'en peux plus. Il fait -40 ici. Oh, t'as vu la clim, c'est pas possible. Et hop, et puis là, on va faire vite fait. Putain, il caille. Ça fait dire dans le bêtisier. Je te voyais jouer des lèvres qui faisaient ça. On revient. On va te voir comme ça. Oh, il caille. Ouais, j'étais comme ça, j'avais la jambe qui faisait.